Bonjour et bienvenue dans ce cours magistral sur les règles de la sémiologie en cartographie. Alors, dans ce cours magistral, on va voir ensemble les règles justement qui s'appliquent quand on souhaite faire de la cartographie thématique plus ou moins complexe. En tout cas, c'est des règles qui sont relativement anciennes et qui fonctionnent toujours en fait, quel que soit le support. Alors, pour aborder cette question, on va le voir en 3 points. Le premier point sera les symboles visuels. Donc, on va voir finalement quelle est la boîte à outils du cartographe, quels sont les différents éléments, les différents symboles dont il dispose pour effectivement pouvoir faire ces cartes. Ensuite, on verra que ces symboles visuels, en fait, correspondent à des données. Et que tout l'enjeu de la cartographie, ça va être effectivement de faire correspondre d'une part une donnée et l'appliquer effectivement à un symbole visuel. Et effectivement, c'est exactement ce que je viens de dire, le point terminal sera effectivement de l'adéquation entre ces symboles et ces données. Alors, pour vous expliquer en quoi ces règles sont fondamentales et sont très importantes pour vous, c'est que en réalité, peut-être avez-vous remarqué que quand vous avez des cartes, par exemple des cartes de population, généralement, dans 99% des cas, on voit des cartes avec des cercles proportionnels. Voilà, c'est un fait. Par ailleurs, prenons un autre exemple, sur les densités de population, qui est une donnée qui est proche de la précédente, eh bien là on utilise généralement plutôt ce qu'on appelle ici des aplats colorés, des variations de valeur, des variations de couleur. Alors la question qui vous vient évidemment à l'esprit, c'est de savoir mais finalement pourquoi quand on fait de la population, quand on cartographie la population, on a des cercles proportionnels, et pourquoi quand on cartographie une densité de population, on utiliserait une autre forme de symbole? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce cours magistral, c'est-à-dire de vous expliquer les règles qui régissent ces choix et qui effectivement s'imposent de fait à vous. Alors, pour un propos liminaire, en guise d'introduction, on va aborder quelques généralités qui sont importantes tout de même à rappeler. Effectivement, vous le savez, une carte, c'est un fond de carte. Alors ici, dans cet exemple, ça correspond au maillage, aux limites des communes, par exemple, ici. Et ce maillage, c'est la maille administrative ici qui nous sert de base pour pouvoir ensuite y apposer une couleur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle effectivement le fond de carte. Donc on a un fond de carte, évidemment, qui nous sert d'ossature, de structure de base, et par-dessus, évidemment, on va y ajouter des informations, on va y associer à ces maillages des informations de différentes natures qui vont permettre en réalité de faire notre carte. Alors, évidemment, je l'ai dit en introduction pour vous expliquer l'objet de mon propos, les informations, elles sont représentées sur la carte sous la forme d'un figuré visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces données de population, par exemple, elles ne sont pas traduites avec des chiffres, issues elles-mêmes d'une base de données, mais elles sont traduites par un symbole, par un figuré. Donc ça veut dire que, par exemple, 1 500 000 d'habitants dans un endroit, eh bien, va être figuré non pas par la valeur écrite textuelle de ce chiffre, mais va être traduite par un cercle, un carré, un losange, que sais-je. Donc c'est bien cette notion qui est importante pour nous cartographes, et c'est donc effectivement tout l'enjeu de transmettre une information visuelle en lieu et place d'une information, enfin avec une correspondance avec des données. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement, donc en vous parlant des symboles visuels. Alors, quels sont-ils? Il faut s'en souvenir, ils sont au nombre de 7. Alors, 7 variables visuelles, 7 symboles visuels de base qui nous servent à faire nos cartes. C'est notre boîte à outils de démarrage. Alors, première variable extrêmement simple, c'est la forme.
Vous voyez ici, sa définition, c'est variation du type de symbole, ou variation de la nature du symbole. Donc c'est ici un carré, un losange, un cercle, un nuage, peu importe. Qu'importe finalement, c'est une forme. Et ce qui est effectivement à retenir pour nous, c'est que cette forme, vous le voyez ici, ces trois formes, en fait, elles ne forment pas d'ordre. Elles ne forment pas de hiérarchie mise côte à côte. On est d'accord que ces trois éléments, et on pourrait en rajouter beaucoup d'autres évidemment, ne constituent pas un ordre hiérarchique. Et donc, on va utiliser cette variable visuelle forme essentiellement quand on aura à représenter des données qui sont strictement différentes les unes des autres. Par exemple, type de moyen de locomotion, voilà, utilisé. On va avoir un pictogramme de vélo, j'imagine, un pictogramme de voiture, un pictogramme d'avion. 3 modes de transport différents, distincts les uns des autres, sans hiérarchie. Deuxième symbole visuel qu'on va utiliser souvent dans nos cartes, c'est évidemment la taille. Alors la taille, variation de la surface du symbole. Donc là, effectivement, c'est une variation en taille, comme son nom l'indique. Alors, vous le voyez évidemment, contrairement à la première variable, la forme, elle a ceci de particulier, de distinct par rapport à la première, que nous sommes donc face à une variable ordonnée, une symbole ordonné. On voit bien que l'usage de la taille participe à construire potentiellement une hiérarchie. Et on voit bien l'ordre dans lequel, quel que soit l'ordre dans lequel on le lit, on voit bien qu'il y a effectivement un ordre. Donc ça veut dire effectivement, vous l'avez compris, que ce type de symbole visuel, on l'utilisera éminemment quand on a une donnée qui est ordonnée. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la population est une donnée ordonnée. On a des données très faibles, on a des données très importantes, et entre les deux, on a toute une série de variations. Autre symbole visuel qu'on utilise beaucoup, c'est la couleur. Alors la couleur, sa définition, variation du pourcentage des trois couleurs primaires. Alors, je vais y revenir dans un petit moment sur cette question de couleur primaire, mais vous le voyez ici, pour jouer le jeu, on a rouge, violet, bleu, vert, jaune, etc. On peut en rajouter un très grand nombre, peu importe, quelle que soit cette couleur en question, c'est toujours une variation de ces trois couleurs primaires. Alors la question que je vais évidemment amener à traiter ici, c'est finalement, est-ce que la couleur traduit un ordre ou ne transmet pas d'ordre ? Eh bien, la réponse, elle est double. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Alors, comment on va l'évoquer ? Regardez ici, rouge, orange, jaune. Eh bien, effectivement, là, j'ai une suite ordonnée de 3 couleurs. Ce sont effectivement 3 couleurs distinctes. Et pour autant, l'association de ces 3 couleurs ici juxtaposées, et particulièrement dans cet ordre-là, ça pourrait être effectivement l'ordre inverse, avec en tout cas toujours l'orange au centre, eh bien, participe à créer un ordre. Donc, l'usage de la couleur peut créer un ordre, typiquement dans cet usage-là. Si je fais un autre usage de la couleur, rouge, bleu, jaune, ici, vous le voyez, à l'évidence, on n'est plus du tout dans la configuration précédente. Nous sommes face, en fait, à 3 couleurs distinctes. Et il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie dans cette série de couleurs. Ça veut donc dire qu'on utilisera rouge, bleu, jaune, par exemple, quand il n'y a pas d'ordre spécifique dans nos données. Alors, rouge, bleu, jaune, justement, ça tombe bien parce que ça correspond à ce qu'on appelle les 3 couleurs primaires, ou couleurs fondamentales, si vous voulez. Ces 3 couleurs fondamentales que vous voyez ici aux pointes chacune des pointes de ce triangle noir, eh bien, en fait, donc c'est une couleur fondamentale et chaque couleur primaire a ce qu'on appelle une couleur complémentaire. La couleur complémentaire, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est une couleur qui vient, elle est donc bien mal nommée, qui vient s'opposer à la couleur primaire.
Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur bleue, eh bien, elle s'oppose à la couleur orange. Et si on met côte à côte couleur bleue, couleur orange, on a un phénomène d'opposition de ces deux couleurs. Si on met le jaune face au violet, hein, qui est la couleur opposée dans le cercle chromatique que vous avez ici, eh bien, on a un sentiment d'opposition. Même chose, ici, en ce qui concerne le rouge, couleur primaire, et le vert, sa couleur complémentaire. Et entre les deux, on a toute une série de variations. Autre chose que j'ai à évoquer, à rappeler d'un point de vue de la couleur, c'est un univers, ce sont deux univers qui sont en fait issus des sociétés. Hein, c'est une norme socioculturelle. Dans d'autres sociétés, les symboles sont différents, la perception des couleurs sont différentes. Toujours est-il que pour nous, en fait, on a effectivement deux univers. On a un univers qu'on appelle les couleurs chaudes et un univers qu'on appelle de couleurs froides. Alors deux types de couleurs qui sont deux univers de couleurs, en fait, qu'ils vous voyez bien s'opposent l'une à l'autre. Hein. On a d'un côté toutes les couleurs qui entourent l'orange. Hein. L'orange est au centre ici de cet univers, qui s'oppose donc au bleu et qui lui-même donc ventile toute une série de couleurs froides. Et évidemment, à un moment donné, on a un entre-deux, hein, le rouge-violet. Si on met plus de rouge, du coup, on va basculer plutôt vers le chaud. Donc, tout ça pour vous dire que opposition, complémentarité, association, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que n'oubliez pas, vous vous en souvenez dans le cours magistral précédent, l'important pour nous c'est l'efficacité, la transmission d'un message spécifique que vous voulez faire passer. S'il y a une ambiguïté, si potentiellement vos lecteurs peuvent se tromper sur le sens que vous voulez donner à votre réalisation graphique, eh bien, vos lecteurs risquent de passer à côté de votre message. Donc, c'est très important d'être vigilant sur cet aspect-là. Un rappel donc sur ces questions de couleurs. Vous pouvez créer donc une opposition, rouge-vert, couleur complémentaire, couleur primaire. Très bien. Vous pouvez créer une gradation, une variation, auquel cas on a vert foncé, vert clair. Vous voyez que là, ici, on a un ordre, hein, ce qui n'était pas le cas de la première. On peut créer une différence. Donc là, on n'est plus véritablement sur l'opposition, on est sur la différence. Jaune, vert, voilà, deux couleurs différentes. Il n'y a pas d'ordre. Et on peut également faire un effet de proximité. Alors là, qui n'est pas tout à fait de la gradation, mais on voit bien que le bleu-vert a quelque chose à voir avec le vert, hein, comme son nom l'indique. Donc, vous voyez plusieurs nuances dans le propos qui peuvent être construites par votre choix pertinent des couleurs. Alors, comment on peut le faire pour traiter cette question de couleurs jusqu'au bout? Comment fait-on quand on fait de la cartographie sur l'usage de ces couleurs? Vous voyez ici un exemple qui est très pertinent. Ici, qui a été fait d'ailleurs avec fil carto, vous le voyez, vous reconnaissez sans doute la charte graphique du logiciel. Eh bien, là, vous avez en fait en traitement de couleurs précisément. Attendons-nous sur les couleurs. Vous voyez, vous avez une opposition entre le bleu et l'orange. Ce sont les deux couleurs fondamentales ici qui sont utilisées, et elles sont utilisées, les couleurs chaudes, ici l'orange qui est utilisé dans les valeurs maximales positives, et le bleu qui est utilisé ici dans les valeurs maximales négatives. On est bien sur c'est chaud, c'est positif, c'est froid, c'est négatif. Donc là, l'usage est tout à fait pertinent, il est tout à fait intéressant. Et vous avez que l'auteur ici va utiliser deux manières de faire aller jusqu'au centre, jusqu'à 0. Il utilise en fait ici trois couleurs différentes, l'orange, ici on est plutôt sur de l'orange clair, et enfin du jaune. Donc on a une variation de valeur, une variation de couleur, on va revenir tout à l'heure sur la valeur. Et sur le bleu, pour remonter vers le centre de 0, eh bien, vous voyez qu'on a un bleu qui est de plus en plus clair.
Donc, et on remarque bien sur la carte, au final, qu'on distingue parfaitement les zones, les points orange, donc les points où il y a une évolution de la population qui a été extrêmement forte, alors qu'on voit parfaitement également, à l'opposé, les points bleus et bleu clair, de là où il y a effectivement une baisse. Donc d'un seul coup d'œil, sans même avoir regardé la légende, eh bien on peut tout à fait percevoir là où c'est chaud, là où ça augmente, là où c'est froid, là où ça baisse. Donc très belle représentation visuelle, très efficace, avec de très nombreuses données et assez complexe au final. Hein. Donc belle cartographie représentée là. Autre symbole visuel à voir ensemble, c'est le symbole visuel de la valeur. Alors, je l'ai évoqué juste dans l'exemple précédent. La valeur, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une variation de couleur, c'est une variation du pourcentage de noir et de blanc. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a tendance à éclaircir, pour le dire autrement, ou foncer une couleur de base. Donc là, typiquement, dans cet exemple, vous avez une variation de valeur du rouge. Le rouge varie en valeur et va s'éclaircir. On aurait pu, en augmentant le pourcentage de blanc, on aurait pu très bien aller dans l'autre sens, en fonçant le rouge et donc en obtenant, grâce à un pourcentage plus élevé de noir. Même chose pour ici l'autre exemple qui est donc ici du noir et du blanc. Donc on a 90% de noir ici dans cet exemple, 50% de noir et de blanc, et ensuite nous avons 10% de noir et donc 90% de blanc. Donc la valeur, vous voyez, c'est important et souvent on l'utilise alors soit pur, en noir et blanc, ou alors on l'utilise à propos d'une couleur. Vous voyez, couleur et valeur, en fait, peuvent s'articuler les uns les autres. C'était effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Hein. On a vu qu'effectivement, pour le bleu notamment, qui est très bien représenté, on a bien ici une variation de valeur du bleu. On a le même bleu qui s'éclaircit au fur et à mesure. Autre symbole visuel qu'on peut utiliser, bon, qui est pas très souvent, mais qui peut être très utile dans certains cas, selon certaines contraintes, c'est la texture. Donc c'est la variation de la nature du motif. Donc là, on est sur un motif, hein, on est sur la répétition d'un petit symbole. Voilà. Donc là, typiquement, vous avez, vous voyez, des palmiers, des nuages, des tuiles, des quadrillages, des hachures, peu importe, hein, milliers de textures possibles et imaginables. En tout cas, la texture, vous le voyez ici, elle ne crée pas d'ordre. Contrairement à la valeur, j'ai oublié de l'évoquer à l'instant, mais vous avez bien vu que la valeur crée un ordre, hein, objectivement. La texture, en revanche, elle ne crée pas d'ordre. Ceci dit, il faudra quand même faire attention à son usage, parce que dans certains cas, en fonction des choix de texture, plus ou moins foncés, on peut créer le sentiment d'un ordre. Donc attention à la manière dont vous allez utiliser cette texture. Avant-dernier symbole, ici, le grain. Alors le grain, c'est une des variables visuelles qui est le moins utilisée en réalité parce que elle pose souvent des problèmes au niveau de l'impression et du rendu visuel. Mais en tout cas, je vais vous en parler. Le grain, vous le voyez, c'est la variation de résolution du motif sans variation de valeur. Alors, sans variation de valeur, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de variation du pourcentage de noir et de blanc. Ça signifie quoi? Ça veut dire que dans ces trois motifs, eh bien, il n'y a pas c'est dans tous les cas 50% de noir et de blanc, 50% de noir et de blanc, 50% de noir et de blanc. Donc, les trois motifs, en fait, ont la même proportion de noir et de blanc, il n'y a donc pas de variation de valeur. Et la variation de la résolution du motif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous voyez ici, ce grain, il est constitué de petits carrés, hein, qui sont au nombre égaux, noir et blanc. Et en fait, on va augmenter le nombre de petits carrés à l'intérieur pour conserver tout en conservant la même proportion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un motif qui, en théorie, n'a pas d'hiérarchie, ne crée pas d'ordre, mais pour autant, en fonction des contraintes de rendu de la variable visuelle, du symbole visuel grain, eh bien, on peut parfois avoir le sentiment qu'il y a un ordre. Donc, le grain, c'est
essentiellement réservé au noir et au blanc, c'est souvent réservé aux contraintes d'impression importantes. Il faut faire attention à son usage et objectivement, aujourd'hui, il y a très peu de logiciels qui proposent en fait de vous faire une variable grain directement. Donc, ça reste assez limité. Dernier symbole visuel, dernière variable visuelle, c'est l'orientation. Donc variation de l'angle du motif ou de la forme. Donc vous voyez ici, on a des hachures qui varient selon un angle bien précis, ou alors on peut même faire tourner le symbole lui-même, changer son orientation, auquel cas ici on a effectivement une variable orientation. Dans tous les cas, l'orientation en tant que telle ne fournit pas d'ordre. On pourrait peut-être, en regardant la rotation de la barre ici, considérer qu'il s'opère un mouvement et que donc il y aurait un ordre. Bon, c'est dans une d'expérience dans une classe, 50% voient un ordre, 50% ne voient pas d'ordre. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de consensus, donc ça veut dire que vous avez une chance sur deux pour que votre message ne passe pas. Donc attention à son usage. Donc je résume les symboles visuels en fonction de ce qu'on a évoqué. Est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il n'y a pas d'ordre? Et là, je vous ai mis également point linéaire, c'est-à-dire le type d'implantation que peut prendre le symbole sur une maille, sur un fond de carte. Puisque on peut avoir un point, voilà, comme une capitale administrative par exemple. On peut avoir une ligne, comme des lignes de chemin de fer ou des routes, ou on peut avoir des aires, comme les mailles communales, qu'on a vu tout à l'heure. Donc 3 types d'implantation sur une carte, et là je vous ai mis les ordres ou l'absence d'ordre, et vous voyez que la taille c'est de l'ordre, la valeur c'est de l'ordre, la couleur ordonnée c'est de l'ordre, ici c'est de la valeur, taille, ici c'est de la taille, c'est ce qu'on appelle les cartes en isoligne. Vous voyez ici un exemple. Donc là, il faut bien imaginer que sur chaque ligne, il y a une valeur bien spécifique. Ça, c'est très important à se souvenir. Ici, vous avez une variation de valeur, variation de couleur, anamorphose. Ici, ce sont des cartes qui varient en fonction de la taille, puisque par exemple sur cette représentation, nous avons 1 cm² du symbole représente X personnes, c'est la population. Donc on est bien sur de la variable visuelle taille. Et plus le carré est important, plus le polygone est important, plus ça signifie que la valeur derrière est importante. Donc il y a un effet de proportionnalité, toujours avec la taille. En 3D, c'est toujours la taille, puisqu'en fait c'est la hauteur de nos polygones ici, de nos mailles, qui donne en fait la valeur. Donc on est bien toujours sur la variation de la surface du symbole. Et enfin, la variable, alors c'est pas une variable, c'est pas un symbole visuel en tant que tel, mais c'est une manière de représenter la taille. C'est le semis de point. Alors ici, même chose que pour l'anamorphose. 1 point égale 10 habitants. Eh bien, pour avoir le nombre de personnes qui vivent dans cet espace, il suffit simplement de compter les points. Donc là, on a toujours un effet de proportionnalité, variation de la surface du symbole. Alors là, c'est la répétition du symbole qui fait la surface, et non pas la surface du cercle comme avec le cercle proportionnel. Ça va ? Tu continues ? Donc en ce qui concerne les variables non ordonnées, donc alors ça c'est un petit peu plus simple en réalité, mais ça c'est chacun qui l'évalue. Nous avons donc la variable orientation, vous la reconnaissez ici, c'est à peu près clair qu'elle n'a pas d'ordre. Rouge, bleu, jaune, c'est parfaitement non ordonné. La forme également, variation de couleur, variation de forme. J'ai rajouté ici l'orientation. Un petit symbole d'exclamation ici pour cette représentation non ordonnée. Puisqu'ici c'est de la texture, manifestement on a des hachures, des polygones, etc. Vous voyez que ici, en fonction de la texture précise, eh bien on peut être amené à
créer chez le lecteur un sentiment d'ordre. Là, il n'est pas illégitime, il n'est pas illégitime ici, par exemple, de considérer qu'il y a effectivement un ordre entre ces trois mailles, et donc il y aurait potentiellement une erreur de lecture chez vos lecteurs. Donc attention ici à son usage, qui peut avoir une misinterprétation de ça. Rouge, bleu, jaune, donc même chose sur la couleur. Bien, donc écoutez, maintenant qu'on a vu ça, peut-être qu'on peut passer à la deuxième partie, donc qui va nous parler des données en tant que telles.